Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marco, Lucas et Théo. Salut les gars. Salut à vous. Bonjour. Salut à tous. L'AC Milan s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Sassuolo grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Au sommaire, nous reviendrons sur cette rencontre qui qualifie officiellement les Rossoneri pour au moins les tours préliminaires de Ligue Europa. Nous évoquerons la 200e cape sous le maillot rouge et noir de Gigio Donnarumma, l'occasion de revenir sur son début de carrière et la place qu'il occupe parmi les plus grands gardiens du monde. Enfin, nous terminerons par l'actualité qui est apparue comme une bombe lors du match face à Sassuolo, à savoir la non-venue de Ranić du côté de l'AC Milan et la prolongation de Stefano Pioli pour 2 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, activez la cloche pour être au courant de la sortie de nos émissions et mettez un pouce bleu pour nous donner de la force. Beaucoup de choses à évoquer donc sans plus attendre, Marco, qu'as-tu pensé du match de nos joueurs hier soir face à Sassuolo ? Les 3 points sont pris, c'était l'essentiel, c'était ce qu'on voulait pour une qualification en Europa. Mais bon, je pense que c'est un des matchs où on a été les plus timides par rapport à la série de victoires et nulles qu'on a faites. C'était pas un match où on s'est beaucoup montré, c'était un jeu assez même médiocre, mis à part la première mi-temps où Ibrahimovic a fait le match à lui tout seul. J'ai été assez déçu de la deuxième mi-temps, on n'a pas mis beaucoup d'entrain, l'équipe adverse était à 10 et j'aurais voulu qu'on tue le match avant au lieu de risquer. Surtout qu'on connaît Sassuolo, on sait que c'est une équipe qui, sur un contre, aurait pu nous tuer et égaliser directement. Donc j'aurais voulu qu'on continue à jouer, qu'on marque un petit 3-1 ou qu'on essaye de tuer le match avant, en fait. Et pas qu'on s'amuse à jouer la possession et qu'on refuse de jeu, en fait. Ok, Sassuolo qui a mis un pressing très haut et très rapidement dans ce qui m'a assez étonné dans ce début de match. Donc on a senti vraiment de la tension en ce début de rencontre, une pression infligée qu'on n'avait pas senti depuis quelques matchs, je trouvais. On avait l'habitude de bien commencer nos matchs. Donc un début assez poussif, mais très vite le but de Zlatan nous met en confiance. Après, voilà, la première mi-temps était assez partagée jusqu'à, je pense, l'expulsion à la 40 ou à la 51e minute, enfin 45 plus 6 minutes de temps additionnel du joueur de Sassuolo sur un attentat sur Rebic qui s'en sort comme si de rien n'était. Et je pense que ça a vraiment tué le match en deuxième période parce que Milan menait, Sassuolo n'a pas vraiment mis toutes les armes pour revenir au score. Donc deuxième mi-temps assez stérile au niveau du contenu. Théo, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ton côté ? Je suis plus ou moins ce que Marco évoquait. On connaissait la capacité de Sassuolo à revenir en fin de rencontre. Il l'avait montré à plusieurs reprises, que ce soit face à l'Inter ou face à d'autres adversaires. On savait aussi l'enjeu de ce match-là, la qualification en Ligue Europa, que ce soit sous les barrages ou peut-être en phase finale directement si on arrive à faire la différence. Victoire 2-1, mais au-delà de la manière, c'est beaucoup plus sur l'aspect des blessures que je suis inquiet. On reconduisait souvent la même équipe depuis maintenant 5-6 matchs. C'est un rythme qui n'est pas forcément habituel pour les joueurs. Et si on se penche un petit peu dessus, on se rend rapidement compte que le match face à l'Atalanta s'annonce très compliqué. C'était le match qui avait clôturé notre année 2019 et qui s'était soldé par un 5-0 très, très difficile à digérer. Et quand on voit que Théo Hernandez sera suspendu, qu'Ismaël Bennacer le sera également, qu'Alessio Romagnoli a été quasiment annoncé forfait à demi-mot par Pioli hier et que Conti sera, quant à lui, indisponible face à l'Atalanta, j'ai de gros doutes, de 1, sur la composition du milieu de terrain au vu des performances de Biglia sur le peu de temps de jeu qu'il a, et de 2, sur la charnière centrale, ainsi que les latéraux qui vont être alignés face à la deuxième meilleure attaque d'Europe. Donc, content et heureux de la qualification en Europa League, mais surtout inquiet pour le match face à la DA dans 3 jours. Ça risque de se terminer avec Laxalt, Gabia, Kier et Calabria, du coup, puisque Conti est indisponible. Donc, défense assez faible. Marco qui fait le signe de croix. Juste pour revenir un peu sur l'Atalanta, il faut savoir que Zapata est sorti légèrement sur blessure. Il a eu une poche de glace à son pied. Il y a aussi eu 2-3 autres blessés du côté de l'Atalanta, je crois. Et en plus, Gasperini a été suspendu. Donc, il y a un peu des problèmes de chaque côté. Les deux équipes vont arriver un peu en méforme sans tout leur effectif. Donc, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer ce match. Des joueurs peut-être que tu as vus. Le match, c'était très, très poussif au début. Tu l'as souligné, les 10 premières minutes, elles étaient un peu irrespirables. Vraiment, Sassuolo pressait très, très, très haut. D'ailleurs, on a réussi à s'en sortir. Donnarumma, ça va, son jeu au pied, il était plutôt bon. On arrivait quand même à sortir un peu proprement malgré la très grosse pression. Zlatan a vraiment montré
ce qui était un vrai numéro 9. Ça faisait longtemps, surtout sur le deuxième but, je trouve. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de vrai but de numéro 9 d'attaquant qui crochette le gardien et qui marque dans le but vide. Ça faisait vraiment super longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de but à Milan et Tout qu'on à voit fait. souvent chez les très grands attaquants. Pareil, Çalhanoğlu qui a fait vraiment deux belles passes décisives quand même, il faut le dire, pour Zlatan. Les buts, ils sont aussi un peu pour lui. Défensivement, j'ai trouvé que c'était plutôt quand même solide, surtout après la sortie de Romagnoli. Kjaer, il a réussi à tenir la baraque tout seul et ça, faut le souligner quand Vraiment. même parce que on aurait pu se dire, comme un peu à la Juve, Bonucci qui cède de Ligt, est-ce que Kjaer cédait aussi du niveau de Romagnoli? Et là, on a vu que non, même tout seul, il arrive à tenir la baraque avec un Gabbia à ses côtés et en plus des Laxalt de l'autre côté. Donc c'était franchement plutôt bien pendant tout le match. Il n'y a rien à dire. Les deux cartons jaunes, ils font mal de Théo Hernandez et Bennacer. Déjà, Théo fait une faute très bête, je trouve. Surtout quand tu sais que tu as un carton, tu es suspendu pour le match face à l'Atalanta, pardon. Tu évites de la faire. Et le carton sur Bennacer, bah, l'arbitre, on ne sait pas pourquoi il a lâché son carton Ouais. jaune parce que clairement, il y avait peut-être une petite faute, mais jamais un carton jaune, surtout quand il te suspend pour le prochain match. Donc ça, c'est assez dommage. Oui, ça va être dur de jouer l'Atalanta sans tous ces joueurs, mais bon, pourquoi pas, hein. Sur un match, on sait pas ce qui peut se passer, on peut aussi les battre. Très bien. Marco, tu voulais ajouter quelque chose ou pas? Oui, je voulais dire que selon le match de l'Atalanta hier contre Bologne, on voyait que même la DEA avait quand même des joueurs, on va dire, fatigués. On voit qu'eux aussi arrivent un peu en bout de course. D'ailleurs, ils ont gagné 15-0, hein, c'est assez rare de leur part cette saison. Ils ont vraiment eu du mal à remporter ce match. On voyait que physiquement, ils étaient cramés. D'ailleurs, un peu comme nos joueurs hier, hein, on a vu que Rebic, c'est bien une des premières fois depuis qu'on le fait jouer titulaire que là, il n'arrivait même plus à courir. Bon, après, il a été, on va dire, pénalisé par le fait qu'il ne pouvait pas sortir à cause du grand nombre de blessures qu'on a eues. Mais Rebic, en fin de match, il était totalement crevé. On sait que Kessie aussi arrive un peu en bout de course. En plus de ça, comme a dit Lucas, le problème c'est qu'on a eu deux cartons très bêtes, hein, Bennacer comme Hernandez. Ils savaient les deux qui pouvaient être suspendus au prochain match. Je pense que c'est deux fautes bêtes, deux jaunes bêtes. Et honnêtement, quand on voit que Romagnoli, par exemple, lui, on est quasiment à 10 matchs en étant diffidate, donc il évite depuis 10 matchs de prendre son jaune pour être exclu au prochain match. Et on voit que Hernandez, sur une faute honnêtement débile, quoi, le ballon repart vers l'arrière et fait une faute par derrière qui n'apporte rien. Au contraire, elle met plus en danger l'équipe sur un coup franc. Je trouvais ça franchement dommage de leur part parce que c'est deux joueurs qui sont bons, qui manquent du coup un peu d'expérience. C'est là qu'on voit que l'expérience leur manque et qu'ils sont encore très jeunes. Je rebondis sur ce que Marco disait. Effectivement, il a 4 cartons jaunes cette saison, allé sur Romagnoli. Le dernier en date, c'est celui qui se prend face à l'Atalanta lors de la victoire, la défaite, pardon, 5-1-0. C'est effectivement une gestion qui me semble nécessaire, qui plus est quand on sait que l'effectif compte, qu'on a un 11 qui était bien rodé. La faute de Théo Hernandez, comme le disait Lucas, est bête et méchante. Le tacle par derrière mérite amplement un carton jaune. Je suis un peu plus sceptique sur celui qui est accordé à Ismaël Bennacer, puisque la poussette sur Locatelli me semble très très légère. Mm. Après, voilà, je pense que l'arbitre connaissait aussi le contexte. C'est un carton jaune qui est dans le jeu. Il tue une occasion pour Sassuolo. Mais le prochain match, ça nous compliqué. On sait que Laxalt sera titulaire. Franck Kessié paraît en bout de course. Rebic sera peut-être remplacé par Leao. Mais beaucoup d'incertitudes. Et pour finir, effectivement, il y a la blessure de Zapata que Lucas a évoqué, mais il y a aussi deux joueurs, deux centraux, qui ont été blessés hier côté Atalanta, en la personne de Palomino et Jim City, qui sont tous les deux sortis sur blessure. Raphaël Toloi est lui sorti indemne de cette rencontre. On va avoir la titularisation de Caldara prochainement et peut-être aussi celle de Tamedze, l'ancien niçois, qui avait bénéficié de temps de jeu il y a quelques rencontres. Donc une charnière novatrice. Et aussi la suspension de Gasperini suite à de très beaux échanges avec Mihajlovic, l'ancien coach du Milan AC, sur le banc. Très bien. Pour ma part, les prestations de Zlatan et Hakan, tout comme Kier, hein, sont à souligner. Pour moi, j'ai les mêmes tops que Lucas. À savoir que Hakan, la dernière fois qu'un joueur avait délivré 3 passes décisives en 3 matchs consécutivement, c'était en 2012 et c'était Robinho. Tout comme Hakan qui réalise sa meilleure saison depuis le début de sa carrière avec 7 buts et 8 passes décisives depuis le début de la saison. Donc mieux que ses saisons à Leverkusen ou encore à Hambourg.
Donc, ce qui montre le retour de force. On l'a vu, c'est 7 passes décisives depuis le déconfinement. Donc voilà, Akan qui revient en forme et pour notre plus grand bonheur. On va fermer cette page sur le match pour ensuite nous consacrer sur finalement le résultat de ce match. Parce que Milan met à 11 points Sassuolo 8e. Et donc Milan est officiellement qualifié, en tout cas pour les barrages, pour les tours préliminaires de Ligue Europa. Qu'attendre de cette compétition que finalement on ne joue jamais réellement? On se rappelle, la dernière en date, c'était il y a 2 ans dans une poule où on se fait éliminer par l'Olympiakos de Yaya Touré. Voilà, c'est une compétition qu'on ne joue jamais réellement, avec des Antonio Donnarumma, des Halilovic de mémoire en tant que titulaire et des contre-performances qui se succédaient. Donc finalement, allons-nous vraiment la jouer? Avons-nous l'effectif pour la jouer? Qu'en pensez-vous, les gars? Pour revenir là-dessus, moi j'ai souvenir d'une gestion très particulière de la part de Gattuso sur cette Ligue Europa, dans la mesure où on sait principalement que le problème des effectifs quand il y a une compétition européenne, c'est la gestion, euh, la fatigue, les blessures, etc. Et moi j'avais souvenir d'une gestion qui était plutôt intéressante à voir, dans la mesure où Cutrone avait du temps de jeu en championnat, et c'était André Silva, l'attaquant de référence en Europa League, qui m'avait pas forcément déçu en Europa League. On sait qu'il marque un but très important face au Genoa quand il était aligné en championnat, mais c'était surtout un joueur qui était régulier en Europa League. Et je me pose la question si, dans le rythme aussi effréné qu'on est en train de connaître actuellement et qui va sûrement se suivre avec celui de l'Europa League sur un match le jeudi, un match le dimanche, est-ce que Milan va trouver cet équilibre, cette rotation suffisante pour suivre la période des phases de poule ou peut-être des barrages jusqu'à décembre-janvier qui est très très dur physiquement et le rush final ensuite du championnat pour savoir si ce sera la Ligue des Champions, l'Europa League ou rien du tout la saison d'après. C'est surtout cette gestion d'équilibre. Malgré l'effectif précaire qu'on avait sous Gattuso, le coach, l'ancien joueur de Milan avait réussi à trouver cet équilibre-là. Est-ce que Pioli, qui a été prolongé dans une certaine pagaille, on va dire, dans un effectif nouveau, etc., va réussir à trouver cet équilibre et cette gestion d'effectif pour éviter, par exemple, des blessures musculaires comme hier face à Sassuolo? C'est surtout ça ma question. Marco, je te pose une question, c'est une bonne place, non, cette 5e place, au vu de cette Serie A qui a été très compétitive cette année, avec, voilà, on le voit, la Lazio, l'Inter et l'Atalanta, sans compter la Juve, qui sont devant nous. Et compte tenu de son effectif et de la compétitivité de la Serie A, est-elle vraiment à sa juste place? Je vais estimer qu'on fait une bonne saison quand on voit le début de saison qu'on a fait avec Gianpaolo. Gianpaolo nous a mis honnêtement dans une position très délicate. On a commencé avec très peu de points. Lorsque Pioli est arrivé, on avait vraiment même pas de jeu. D'ailleurs, on avait une équipe qui était vraiment à reconstruire en fait. D'ailleurs, on voit que si le championnat avait commencé quand Pioli est arrivé, on serait déjà troisième, je crois, troisième ou quatrième. Enfin, du moins, on pourrait lutter pour la Champions League. Honnêtement, je pense que oui, on peut dire que c'est une bonne saison en vue du fait qu'on a perdu beaucoup de points bêtes en début de saison. En plus, bon après, on est sur une forme actuelle qui reste énorme. On a rarement vu ça. On a une attaque qui est plus que prolifique. Hein. On marque 2 buts par match depuis 9 matchs. On n'a pas fait ça depuis 1954. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne saison parce que sur la fin, on a réussi à se réveiller. Bon, on se réveille toujours sur les fins de saison, malheureusement, c'est toujours un peu trop tard. Mais je pense que voilà, sa qualification en Europa League, elle fait du bien. On aura une coupe européenne l'année prochaine. Néanmoins, je pense que pour rejoindre ce que disait Théo, c'est une coupe qui est compliquée à jouer parce que c'est beaucoup de matchs, donc beaucoup de fatigue. Il faut un gros effectif pour pouvoir réellement la jouer. Et honnêtement, je pense que c'est une coupe où on ne va pas devoir se focaliser dessus. Il vaut mieux se pencher sur le championnat, essayer de viser une place plus haute, hein, si possible la Champions League, que viser forcément une finale ou la victoire de l'Europa League, car pour moi c'est compliqué, c'est beaucoup trop de matchs pour simplement une place en Champions. Très bien. Lucas, ton avis sur la question? Alors, moi, personnellement, je pense qu'on pourra vraiment juger comment va jouer la Ligue Europa quand le mercato il sera terminé. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un bon noyau au niveau du 11 de départ, mais après, les remplaçants, c'est pas trop ça. Il faut voir comment on va gérer cette profondeur pendant le mercato, comment on va recruter, si on va perdre des joueurs aussi. Et une fois qu'on aura tous ces éléments, bah là, on pourra vraiment savoir si on est apte à jouer l'Europa League à fond ou pas. Je pense aussi que ce serait bien de se concentrer sur le championnat et de viser le top 4, sauf que c'est ce qu'on s'était dit cette année, et ça s'est un peu mal passé. C'est aussi pour ça qu'on a refusé, entre guillemets, de jouer l'Europa League en demandant à l'UEFA de nous mettre la suspension maintenant. Du coup, le but pour Milan, et je pense que
c'est vraiment ce qui va se passer, c'est d'avoir le top 4 pour revenir au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura réussi cette qualification en Ligue des Champions, Milan reviendra tout de suite sur le premier plan, on attirera tout de suite les joueurs, etc. Parce qu'on a cette aura de grand club, mais il manque cette qualification en Ligue des Champions. Donc, ce serait plutôt bien de se focaliser dessus. Mais pour ça, il va vraiment falloir faire un bon mercato. Il y a déjà un bon noyau dur, il y a déjà de bons titulaires comme Hernandez, Romagnoli, Donnarumma, Benacer, etc. On sait qu'on va pouvoir construire une équipe sur des joueurs qui sont déjà là, mais il va falloir compléter tout ça, notamment sur des postes comme par exemple le latéral droit ou encore l'ailier droit, etc. Très bien. S'il y a un poste, en tout cas, où on est sûr de notre avenir, c'est bien le poste de gardien de but avec Donnarumma qui vient d'atteindre la barre des 200 matchs joués sous le maillot rouge et noir. Théo, peux-tu nous dire un peu son parcours? Enfin, on va revenir de toute façon un peu sur ces 5 années. Effectivement, Guillaume, je te ramène au 25 octobre 2015. Le Milan reçoit Sassuolo et c'est un certain Diego Lopez qui garde les cages, le gardien formé au Real depuis maintenant 1 an. On sait voilà qu'il a un contrat de 2 ans. C'est Simića Mihajlović qui a repris le club depuis l'éviction de Filippo Inzaghi. Et à la surprise générale sur cette rencontre-là, pour accompagner un certain Alexio Romagnoli, Luca Antonelli et Ignacio Abate, c'est un gamin de 16 ans et 8 mois qui est mis au cage, un gamin formé au club. C'est le premier match de Gianluigi Donnarumma, lancé dans le grand bain par le défenseur gauche très connu pour sa qualité de coup franc. Il va impressionner sur sa première rencontre au point d'avoir déjà son premier article sur la Gazzetta et la Corriere annonçant entre autres un intérêt de United City, voire même de l'Inter Milan. La suite, on la connaît tous. Son 200e match hier en Serie A célébré par le joueur, le brassard de capitaine qu'il obtient même suite à la sortie sur blessure d'Alessio Romagnoli. Mais surtout, ce qu'on peut retenir, c'est sa progression extraordinaire. Passer de ce gardien, on va dire, dans une forme de doublure. En même temps, avec cette difficulté pour Diego Lopez de se remettre de sa blessure. Mais c'est un joueur qui a passé avec brio les étapes, que ce soit avec la nationale, où maintenant il est le gardien titulaire, que ce soit avec le club, où il a toujours été présent et il en est donc à 200 matchs. Son contrat se termine l'année prochaine. On ne sait toujours pas s'il va être prolongé ou non. Mais une chose est sûre, quand on a 5 ans après 200 matchs avec son club formateur, l'histoire n'est que très belle pour Gigio Donnarumma. Marco, toi, que penses-tu de ce joueur? Il a connu des hauts, des bas avec les tifosi lors de l'été 2017 où il a ramené Antonio Donnarumma dans une prolongation de contrat assez controversée. Bah oui, comme tu dis, en fait, il y a eu un peu des rebondissements quand même dans sa carrière, hein. Comme tu dis, avec un renouvellement de contrat assez compliqué. On a eu des tifosi qui lui avaient jeté des billets. Enfin, c'était très compliqué. On le prenait en fait pour un mercenaire en fait. Il commençait à perdre son statut de futur espoir du Milan AC, etc. Mais je pense que depuis, les choses ont bien changé. Il a réussi à retrouver sa place de bandiera. Maintenant, ça y est, il est, on va dire officiellement, c'est un des joueurs du Milan AC. Et je pense que s'il décide de faire sa carrière chez nous, ça peut devenir une des légendes du club. On ne se rend pas assez compte qu'il a fait 200 matchs à seulement 20 ans. C'est énorme. On est vraiment sur un joueur qui pourrait, s'il fait toute sa carrière à Milan, dépasser les 1000 voire 1200 matchs avec nous, si on compare avec Buffon au même âge. Et il pourrait donc, de un, briser tous les records, et de deux, devenir vraiment une icône au Milan AC. En plus de ça, on est vraiment sur un joueur qui a obtenu avec le temps un niveau qui est très régulier. Combien de fois il nous a sorti des arrêts splendides, mais de façon récurrente. Il est aussi bien capable de faire de choses énormes que parfois des petites boulettes, car il reste jeune, hein, et on sait que le meilleur niveau d'un gardien, on l'atteint vers 28 ans, 30 ans. Il est qu'au début de sa carrière, et honnêtement, c'est déjà un très grand acteur de notre jeu. C'est un des joueurs qui nous a permis d'avoir la Supercoupe d'Italie, le seul trophée qu'on a depuis bientôt 10 ans. C'est franchement avec grand plaisir qu'on peut accueillir ce joueur avec nous. C'est un joueur qui quand même a quelques bémols encore. Il doit s'améliorer, notamment avec le jeu au pied. On l'a encore vu hier, il y a des relances un peu hasardeuses, mais franchement, je pense que c'est au poste de gardien un des futurs grands espoirs du football. Déjà en Italie, je ne vois pas, à la limite, on pourrait mettre Szczęsny, Handanovic au même niveau. Golini fait une très bonne saison, mais il n'a fait qu'une seule saison pour l'instant. Honnêtement, je pense que Donnarumma, on peut dire c'est le meilleur gardien actuellement en Italie. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'un jour, on pourra enfin tous se rendre compte que c'est peut-être un des meilleurs gardiens du monde.
Ce qui est bien avec Donnarumma, c'est qu'il a, comme tu l'as dit, une grande marge de progression. Il est déjà très bon. Il est déjà considéré, comme tu l'as dit, comme un des meilleurs gardiens du championnat italien. Et là, elles sont identifiées en plus, ces marges de progression, avec notamment son jeu au pied. C'est un gardien qui peut encore progresser. Donc voilà, je vais te demander à toi, Lucas, de te mouiller un peu. Selon toi, quelle est la place de Donnarumma parmi les gardiens, tout championnat confondu? Est-ce que c'est top 5, c'est top 10, c'est top 15? Alors, pour moi, la place de Donnarumma, beaucoup la sous-cote. C'est-à-dire qu'au niveau européen, tant que Donnarumma n'aura pas joué de match de Ligue des Champions, on n'arrivera pas à le placer haut. Je parle pas dans ma tête, je parle dans la tête Oui. des autres personnes. Mais en gros, pour moi, Donnarumma, il affiche quand même un niveau très, 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 très élevé qui, je dirais, le place facilement quand même dans le top 15 des meilleurs gardiens d'Europe. Mm. Après, top 10, ça se discute. Sur les formes actuelles, je pense qu'il peut y être. Quand on voit par exemple des De Gea que tout le monde va citer dans les top 10, alors qu'actuellement, il n'a pas le niveau, bah pour moi, Donnarumma, il l'a. Et franchement, si on prend sur le niveau actuel, en plus, sans prendre en compte son âge, tout ça, franchement, il affiche déjà un excellent niveau. En plus, il a que 21 ans, sa marge de progression, elle est énorme. Je pense que oui, c'est presque écrit qu'il va devenir le meilleur gardien du monde à un moment dans sa carrière, ça c'est sûr et certain. On ne sait pas quand, on ne sait pas où ce sera. On espère que ce sera à Milan. Je pense que ça sera le cas. Vu ce que disent les médias italiens depuis plusieurs semaines, qu'il devrait prolonger même sans clause libératoire, ça ce sera vraiment le mieux. Mm. Donc voilà, moi je pense que Donnarumma, il a un très 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 haut niveau. Il y a son jeu au pied qui doit améliorer et on voit qu'il a fait de très gros efforts quand même Oui. cette saison, que ce soit sur les passes courtes ou sur les passes longues. Les passes longues, on peut parler du but. C'était Bologne? Oui, c'était Bologne, le but de Calabria. Quand la passe de Donnarumma est super précise, bien placée sur Calabria. Voilà. Faut diminuer un peu le nombre de boulettes. Je crois que cette saison, il en a fait une seule face à l'Udinese à l'aller. Ça allait. Bon, il a toujours sa boulette annuelle, on va dire. Mm. Là, franchement, c'était sans conséquence, je crois, lors de ce match. Donc, on peut lui pardonner. Et voilà, il faut juste qu'il se concentre sur ça, même si Buffon a fait des boulettes, par exemple, Oui. face à l'Espagne, je crois que c'était Mm. en qualification, alors qu'il est très expérimenté et qu'il était déjà considéré comme un des meilleurs gardiens du monde à cette époque. Donc, je trouve qu'on est un peu dur avec Donnarumma aussi, parce qu'il est jeune. Dès qu'il fait une erreur, on ne le rate pas par rapport aux autres gardiens qui ont déjà plus prouvé. Mais voilà, Donnarumma, c'est vraiment du lourd et il faut vraiment que Milan le garde le plus longtemps possible. Et le retour au premier plan de Milan passera par Donnarumma. D'accord, comme le retour de Donnarumma au premier plan, on l'espère, passera par Milan. Pour moi, c'est un combat contre la montre qui se joue désormais parce que je ne sais pas si dans les 2 prochaines années, si on ne retrouve pas la Ligue des Champions, Donnarumma aura alors 23 ans. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, enfin, je pense, comme pour tout joueur qui a un peu d'ambition, ça va être quelque chose qui va être très compliqué pour Donnarumma si Milan peine encore à se qualifier par les 4 premières places. Vas-y, Lucas. Moi, je pense aussi que Donnarumma, il va vraiment se révéler au monde lorsqu'il jouera une compétition de premier plan. C'est-à-dire que ça peut passer par la Ligue des Champions, mais ça peut aussi passer par des compétitions Coupe du avec Monde. la Nazionale. Mm. C'est-à-dire que Donnarumma, il n'a toujours pas joué du coup d'Euro à cause du virus ou de Coupe du Monde à cause des problèmes de l'Italie, même si je pense que Buffon aurait été titulaire en Coupe du Monde. Donc voilà, Donnarumma, il n'a pas encore joué de grandes compétitions internationales. Je pense qu'il peut aussi se révéler aux yeux du monde entier dans ce genre de compétition et du coup ne pas sentir forcément le besoin de partir de Milan, s'il y est très attaché. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, si on continue encore pendant 5-6 années à jouer voilà, les places d'Europa League, au bout d'un moment, il voudra partir, il aura une grosse offre du Real par exemple, ou d'un autre club type PSG, etc. Mm. J'espère juste qu'il n'ira pas chez un rival comme la Juve par exemple. Cependant, s'il va chez la Juve, bah, au moins, il pourra continuer à péter les records de Serie A. Très bien. Moi, pour ma part, enfin, Donnarumma, c'est 49 millions, je crois, sa valeur marchande. Donc, c'est assez peu quand on voit l'âge qu'il a. Et ouais, c'est 49 millions, j'ai vu sur Transfermarkt. Ça m'a surpris aussi. Bah, voilà, c'est le manque d'expérience sur la scène internationale, du moins, qui pêche, en tout cas. Mais pour le coup, si on sait qu'il y a l'Euro l'année prochaine, la Coupe du Monde dans 2 ans, si l'Italie fait de bons résultats, une demi-finale ou un quart de finale dans une compétition où Donnarumma excelle, finalement, ça va être compliqué aussi pour Milan, que son gardien, pour l'instant, qui est quand même assez prisé en Italie, mais finalement, voilà, Donnarumma, sur la scène internationale, il est quand même assez méconnu, assez sous-coté, comme tu l'as dit. S'il explose lors d'une compétition internationale, il est possible que les grands clubs se l'arrachent
et donc au détriment d'un Milan qui peut-être n'aurait toujours pas accès à la Ligue des Champions. Je voulais aussi rajouter sur le fait que Donnarumma, il est impressionnant et c'est peut-être grâce à ça qu'on peut déjà voir que ça va être un grand gardien et que c'en est déjà un. C'est sur les pénaltys. Ronaldo, le seul penalty qu'il a loupé cette année, c'est contre Donnarumma, où il a dévié du bout des doigts et il a mis sur le poteau. Donnarumma, franchement, maintenant, dès qu'on a un penalty contre nous, je garde un gros espoir que Donnarumma l'arrête. À l'inverse de l'époque où on avait Abbiati, où il y avait un penalty, je considérais déjà qu'il y avait un but pour l'adversaire. Donnarumma, il commence vraiment aussi à avoir un gros poids là-dessus. Quand on voit déjà la place qu'il prend dans le but et à la vitesse à laquelle il arrive à se mettre au sol, c'est impressionnant. Et je pense que le fait, comme vous avez dit, qu'il va jouer avec la nationale, ça va franchement pouvoir lui permettre de doubler peut-être sa valeur. Comme tu dis, s'il fait un bon Euro l'année prochaine, on peut franchement s'attendre à ce que, ça y est, les gens comprennent enfin que c'est un grand gardien et qu'il est parmi les plus grands gardiens du monde. Et Elliot, donc je vais te poser la question Théo et ça terminera le débat sur Donnarumma. Elliot, dans le cas où Donnarumma est quand même formé au club, donc voilà, ce serait que de la plus-value. Si une offre de 80 millions, je sais pas, arrive sur la table de Elliot et de Gazidis après une bonne compétition internationale, enfin, il est totalement plausible que Elliot, qui est quand même un fonds et pas propriétaire à proprement parler de l'AC Milan, pourrait lâcher notre gardien italien contre une somme à peu près de 70-80 millions, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ça se tient, écoute, ça se tient je pense surtout à ce que Lucas disait et qui me semble le plus juste par rapport à la réalité. Ce serait dommage de le voir partir dans un autre club en Italie. Je le vois mal aller à l'Inter. Je le vois mal aussi aller à la Juve, mais néanmoins, on aurait cette certitude-là qu'il prendrait beaucoup de records dans le championnat italien s'il venait à signer dans le club de la vieille dame. Après, voilà, on sait que le Paris Saint-Germain s'était déjà positionné. Tout dépend, comme on l'a justement évoqué, de sa prochaine compétition de premier plan, qu'elle soit avec la nationale ou avec Milan. J'espère de un qu'elle sera intéressante pour Milan avant tout, pour l'équipe, qu'elle nous permette par exemple, de passer les poules en Europa et d'aller en face à élimination directe, ou avec la nationale et d'aller faire mieux que le quart de finale face à l'Allemagne en 2016. Donc, dans les deux cas, ça passera par une grande performance du gardien, en l'occurrence Donnarumma. Après, une offre de 70-80 millions, ça peut difficilement se refuser, surtout quand on connaît l'état des finances du club. Il faudra forcément une pointure pour s'aligner derrière et trouver un remplaçant fiable. Mais pour l'instant, ces 5 années, on pourra grandement remercier Donnarumma pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais une offre aussi importante que celle de 70 ou 80 millions après une grosse compétition de sa part, ça se refuse difficilement à mes yeux. Pourquoi Donnarumma, nous, on sait qu'il a un très haut niveau et que le monde ne s'en rend pas encore compte. C'est-à-dire que Donnarumma, il a un niveau de Ligue des Champions et on le voit sur ses meilleures performances en Serie A. C'est-à-dire que ses meilleures performances en Serie A ou en Italie en général, c'est face aux gros clubs. Quand on voit les performances qu'il te lâche face à la Juventus chaque année depuis qu'il a 16 ans, c'est incroyable. Et c'est pour ça que nous, on sait qu'il a le niveau de Ligue des Champions qui correspond au niveau de la Juventus. Mm. Et ce qui manque à Donnarumma, c'est vraiment de jouer ces matchs de Ligue des Champions pour faire comprendre aux autres pays étrangers et à leur population que Donnarumma est un excellent gardien et qu'il est dans le top mondial. C'est tout. Mais pour ça, il faut qu'il joue ses matchs. Et nous, on le sait parce qu'on le voit jouer face à la Juve, on le voit jouer même par exemple face à Naples, qui est aussi en Ligue des Champions, etc. Et on sait qu'il est capable de sortir ce genre de très grosses prestations dans des très gros matchs. Très bien. Cette 200e cape, du coup, pour Donnarumma est quand même passée au second plan lors du match hier, puisque lors de la deuxième mi-temps, on a appris que Rangnick n'était plus, en tout cas, l'entraîneur privilégié pour l'année prochaine, puisque Pioli a été ensuite, dans la foulée du match, prolongé pour 2 ans. Qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment une si mauvaise chose pour l'AC Milan? Ou finalement, est-ce que cette continuité un peu que nous offre la progression de Pioli va être à notre avantage? Bah écoute, c'est tout premièrement une surprise, une très grosse surprise dans la mesure où Pioli arrive avec ce rôle d'intérimaire. C'est quelque chose qui est affiché et qu'on connaît tous. L'arrivée de Rangnick était dans les petits papiers de Milan depuis décembre et c'était plus ou moins officialisé au courant février. Donc Pioli n'était pas censé rester. Il fait un début de saison très compliqué en reprenant un groupe de Giampaolo dans le mal. Il y installe un 4-2-3-1 efficace et l'histoire aurait pu être belle si, à mes yeux, il partait après 4 mois de bons et loyaux services pour Milan.
Seulement, l'histoire nous aura réservé une toute autre tournure, puisque Rangnick, premièrement par Bild, puis ensuite par l'intégralité des médias allemands, a été évincé du projet Milan. Son agent l'a confirmé. Mais si forcément c'est un projet qui est remis en question, moi j'ai deux motifs d'espoir. Le premier, c'est l'avenir de Maldini. On sait qu'avec l'arrivée de Yannick, elle était très très grandement compromise. Et puis surtout sur l'avenir peut-être de Zlatan, pas forcément en tant que joueur indispensable, mais surtout en tant que leader dans le vestiaire. On sait que c'est un joueur qui a une importance capitale pour nous. Et quand on sait que le projet de Rangnick se base autour de joueurs entre 18 et 23 ans, que ce soit pour leur marge de progression, pour l'organisation tactique, je me dis que l'idée initiale de Gattuso et Leonardo d'avoir un joueur cadre par ligne aura peut-être du sens la saison prochaine. C'est des motifs d'espoir qui sont optimistes, on va dire, parce qu'il y avait un énorme projet et c'est indéniable si Rangnick venait à avoir les rênes de Milan. Mais voilà, on va devoir faire autrement. On va espérer que ça ne fasse pas une Montella bis ou Gattuso bis prolongé après leurs bons résultats. On va espérer qu'il y a un vrai projet derrière, que Gazidis va enfin trouver un équilibre. On sait qu'il n'était pas d'accord avec les idées de Gattuso sur cette vision des joueurs expérimentés par ligne. Il avait plus l'air d'être en accord avec la vision de Rangnick, mais finalement, il ne viendra pas. Donc, une cohésion entre l'entraîneur et la direction, c'est ce qu'on attend depuis plusieurs années. Et on espère que cette prolongation n'est pas due au fruit du hasard, mais qu'elle est basée sur un avenir et un plan de jeu fixe et stable. Lucas, toi, on sait que tu étais pour et plus que pour l'arrivée de Rangnick. Qu'en as-tu pensé? Toi, tu as été dégoûté après l'annonce de la prolongation de Pioli? Alors moi, en gros, c'est pas que je suis pour l'arrivée de Rangnick forcément, mais c'est que c'était un projet cohérent. C'est-à-dire que Gazidis, il arrive à l'AC Milan, il prend vraiment les rênes, il contrôle tout. Et il définit le projet, en gros, milanais avec Elliott, c'est-à-dire qu'il faut acheter des joueurs jeunes et bâtir l'équipe sur des jeunes joueurs, les faire progresser, augmenter le niveau sportif de l'équipe et aussi vendre des joueurs, etc. C'est-à-dire que c'est un mélange de joueurs qui deviennent bons, du coup, le niveau de l'équipe augmente et en même temps, ça permet à Elliott de faire des sous. Ce projet-là, personnellement, déjà de base, j'étais pas forcément d'accord avec ce projet. C'est-à-dire que pour moi, les joueurs d'expérience, c'est important aussi. J'aime bien quand il y a des joueurs d'expérience dans l'équipe et quand il y a un mix un peu de jeunesse et d'expérience. C'était pas du tout le projet de Gazidis. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il a viré Boban. Et c'est pour ça qu'il a commencé à aller chercher Rangnick. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, Milan, enfin, Gazidis, avait un projet. Et là, cette décision, elle est incohérente. C'est-à-dire que Gazidis, moi, j'étais pas forcément d'accord avec son projet, mais au moins son projet, il était défini, il était clair, il visait sur le long terme, et ça allait nous permettre de revenir possiblement au plus haut niveau, vu que quand tu vis sur le long terme, souvent, ça porte ses fruits. Et Rangnick était la personne parfaite pour Gazidis, c'est-à-dire que c'était l'entraîneur qui correspondait le plus à sa vision des choses. C'est pour ça que tout le monde était pour la venue de Rangnick. C'était pas un entraîneur comme ça qu'on prenait juste pour 1 ou 2 ans et hop, après on verra comme on a l'habitude à l'AC Milan depuis le début de la Banterera. Là, il y avait un vrai projet. Et c'est ce projet-là, en fait, qui disparaît du coup, tout à coup, pour 10 bons matchs de Pioli dans une période spéciale post-Covid. C'est ça le problème, en fait. C'est que les dirigeants refont une erreur alors que pour une fois, il y avait quelque chose de bâti et quelque chose qui allait prendre sens, à mon avis. C'est précipité pour toi, Marco, cette prolongation de 2 ans de Pioli? Je comprends qu'on le renouvelle, hein. Il a fait une série de matchs incroyables, il a brisé des records. Jusque-là, je peux comprendre l'idée de le renouveler. Par contre, je mets quand même en garde parce que, comme l'a dit Théo, on a l'impression que en fait, on va juste refaire comme les saisons précédentes. On va encore virer Pioli avant l'arrivée de l'hiver et on va se retrouver encore à prendre un entraîneur moyen. Et après, la boucle recommencera et on finira en Europa League en fin d'année. Mais d'un certain côté, j'ai l'impression qu'on a un peu idéalisé le projet avec Rangnick. Bon, comme l'a dit Lucas, c'est vrai que au moins c'était cohérent. J'étais pas d'accord non plus sur le fait qu'il faut que des jeunes, etc. Je préfère un peu d'expérience, mais c'est vrai qu'on était sur une bonne cohérence. Mais d'un certain côté, est-ce qu'on ne s'est pas un peu précipité en pensant que Rangnick serait forcément l'entraîneur qu'il nous fallait? Tout à fait. Parce que d'un certain côté, Rangnick, c'est un entraîneur étranger. On sait que les entraîneurs étrangers à Milan, ça réussit en général assez mal. Je suis assez superstitieux là-dessus. Il faut remonter à Liedholm, donc dans les années 80, pour avoir un entraîneur étranger qui gère bien le Milan AC. Et encore, est-ce qu'on peut le considérer comme étranger, sachant qu'il avait passé toute sa carrière en Italie? Honnêtement, je mets quand même en garde parce que voilà, Rangnick, c'était un entraîneur qui est bon, on le sait, hein, il a fait un travail énorme à Leipzig,
Mais d'un certain côté, il aurait pu très bien flop chez nous comme n'importe quel entraîneur, en fait. Surtout que, voilà, comme l'a dit Lucas, il faut de l'expérience dans une équipe. Pour moi, avoir une équipe de jeunes de moins de 23 ans, c'est beau, c'est mignon, mais sans expérience, on a bien vu les saisons passées, on avait des effectifs jeunes parfois, mais sans l'arrivée d'Ibra Okier cette année, je ne suis pas sûr qu'on en serait là où on en est actuellement. En plus de ça, bon, actuellement, Pioli a réellement créé un jeu. On a enfin du spectacle. Bon, sans compter le match d'hier où on s'est un peu éteint, mais sur les 8 derniers matchs, c'est impressionnant. On a beau perdre, on ne baisse pas les bras, on revient au score. On a vraiment créé un jeu agréable à jouer, en fait. C'est pour une fois, on peut, à l'inverse de, par exemple, l'époque où on avait Gattuso, on gagnait, mais on n'avait pas de jeu. Là, au moins, on a un jeu. On commence franchement à montrer quelque chose de très intéressant. Et après, voilà, on sait que Rangnick, c'était le Gen Press, c'était les contres et les pressions fortes. Mais d'un certain côté, maintenant qu'on a un jeu qui est établi, si Pioli arrive à le garder pour le début d'année prochaine avec une bonne forme comme on a actuellement, on pourrait franchement espérer une place en Champions League. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Je veux un retour du Grand Milan parce que, bon, les qualifications en Europa, c'est bien, mais malheureusement, ce n'est pas de très, très grandes rentrées d'argent comparé à des inscriptions en C1. Honnêtement, voilà, pour relancer le club, il faut arriver en C1 pour attirer de nouveaux joueurs, etc. Et après, tout va dépendre du mercato. Mais je pense que Pioli, il faut lui laisser sa chance. Je ne dis pas que ça va forcément réussir, car justement, c'est très risqué, mais je pense qu'il ne va pas forcément plomber le club. Lucas? Oui, pour revenir sur ce que Marco a dit par rapport à la nationalité, etc., je ne pense pas que ça aurait été un problème, parce que quand on regarde le problème à Milan depuis toutes ces dernières années, c'est le niveau des entraîneurs. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que Milan, dans son histoire, a plus eu l'habitude de faire confiance à des coachs italiens. Mais quand on regarde sur ces dernières années aussi, Milan a plutôt fait confiance à des coachs italiens. Ou par exemple, comme Mialovic, pour moi, Mialovic, c'est comme si c'était un Italien, vu qu'il est en Italie depuis des années, il a été joueur en Italie, etc. Du coup, on a donné cette chance à des entraîneurs italiens, par exemple comme Montella, qui était l'un des plus grands espoirs au poste d'entraîneur quand même en Italie, et ça n'a pas toujours porté ses fruits. Donc je pense que le vrai problème du Milan, c'est pas la nationalité de l'entraîneur, c'est plus le haut niveau de l'entraîneur. C'est-à-dire que depuis le début donc de la bande Terrera, on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il y ait un coach de renom ou un coach qui a au moins un très haut niveau, qui a déjà prouvé pas mal de choses dans le football. Et c'était le cas de Rangnick qui entraîne depuis très longtemps, qui a bâti totalement des choses en Autriche, etc. Et c'est ça qu'on attendait en fait de Milan, c'est d'aller chercher ce genre de coach. Bien sûr, moi, il y a des coachs que j'aime bien aussi, comme Allegri, etc., qu'on aurait pu aussi essayer d'aller chercher. Et ça aurait été de bonnes choses. Mais le problème, c'est que là, on va reprendre un coach qui n'a pas encore prouvé grand-chose, qui n'a pas encore fait de grandes choses dans sa carrière. Et c'est pour ça aussi qu'on est sceptique. Ça va mal se passer, à mon avis. Je vois mal Pioli aller chercher, par exemple, le top 4 l'année prochaine. Oui, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais franchement, Pioli n'a pas le niveau. Et là, en plus, le pire, c'est qu'on le juge sur une période qui n'est pas normale. C'est-à-dire que si Pioli, il avait gagné comment ça s'appelle, les 10 matchs dans une période normale, sans interruption, sans virus, etc. Là encore, on aurait pu en rediscuter. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. C'était dans une période spéciale et on se permet de juger sur une période comme ça. C'est comme si que la Lazio virait Inzaghi, alors que Inzaghi, justement, a du mal dans cette période. Le vrai travail, il a été fait au niveau de la préparation juste avant la reprise. Et ça, il faut le souligner, c'est un très bon travail. Mais c'est compliqué de juger un entraîneur sur ces résultats-là, alors que peut-être que dans une période normale, je vois mal l'AC Milan gagner tous ces matchs-là dans une période normale, dans une saison qui se déroule parfaitement normalement. Beaucoup de personnes partagent ton avis sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes enterrent d'ores et déjà l'avenir de Pioli à la tête de l'AC Milan. Pour ma part, je reste quand même mesuré par rapport à la prolongation de Pioli. Le jeu et l'état d'esprit depuis la reprise sont super intéressants. Les résultats sont là. Le coach a la confiance de tout le monde et a continué à travailler sérieusement malgré que tout le monde annonçait Rangnick. L'arrivée de Rangnick entraînait aussi un départ quasi certain de Zlatan et Maldini, deux icônes du club qui peuvent être déterminants dans les négociations avec les joueurs lors du prochain mercato. Donc, étions-nous vraiment prêts à accepter cela? Il ne faut pas oublier aussi que, comme l'a dit Marco, que si Rangnick est un tacticien de renommée, le fait de le voir évoluer en Serie A qui n'a rien à voir avec le championnat allemand était tout de même un pari qui aurait pu être risqué. Avec la prolongation de Pioli, on sauve finalement ce qu'on a toujours reproché à nos dirigeants, à savoir de la stabilité. On garde un groupe qui fonctionne avec des résultats qui sont là
et finalement de remettre tout en question avec l'arrivée d'Aranic, peut-être que voilà, c'était encore un nouvel entraîneur. Je ne sais plus à combien on est d'entraîneurs en 8 ans, mais voilà, je crois qu'on est quasiment à une dizaine d'entraîneurs en 8 ans. Donc ok, le contexte est inédit, Lucas, mais il est le même pour tout le monde. Et Milan a quand même engrangé 23 points sur 27 possibles. Pioli tient toutes les ficelles de son effectif. Kessie et Hakan jouent enfin à leur position de prédilection et sont de plus en plus performants. On l'a vu avec les statistiques de Hakan et les performances de Kessie qu'on a détaillées lors des dernières émissions. On sent vraiment que Pioli a désormais une connaissance parfaite de son effectif et pour moi, il n'a plus qu'à le renforcer pendant le prochain mercato. Et ensuite, on pourra tirer les conclusions, mais pour moi, il ne faut absolument pas enterrer trop vite Pioli la saison prochaine. Je voulais répondre à Lucas sur le fait que, donc oui, évidemment, ce n'est pas la nationalité le problème, mais c'est le fait que c'est un étranger au club, en fait. Bon, évidemment, on a pris des entraîneurs qui n'étaient pas du club, mais là, j'avais peur parce que si on faisait venir Rangnick, on perdait certainement, et même à coup sûr, Maldini et Ibrahimovic. Et ça, honnêtement, ça me gênait beaucoup parce qu'ils ont fait retrouver cette année l'identité du club. À l'annonce d'Ibrahimovic, moi le premier, j'ai été au stade rien que pour le voir. Le stade s'était rempli d'un coup, on avait vraiment retrouvé une ambiance dans le stade comme jamais. Les gens voyaient Ibra comme le retour du héros. C'est celui qui nous a fait gagner le dernier championnat, c'était énorme. Maldini, c'est l'âme du club. Sans lui, le Milan, c'est pas le Milan. On a attendu pendant des années son retour. Et honnêtement, le fait qu'on a annoncé son départ, ça me terrorisait. Et c'est pour ça que d'un certain côté, je me disais que Rangnick, qui, comme l'a dit Guillaume, il vient d'un autre championnat. Il ne connaît pas forcément l'aspect tactique en Italie. La Serie A, c'est franchement un championnat assez différent des autres, assez compliqué à gérer. Je pense que, évidemment, je pense qu'il aurait pu faire du bon boulot. Comme tu dis, Lucas, c'est un excellent entraîneur. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais j'avais peur que, en fait, en venant chez nous, il fasse comme n'importe quel entraîneur aurait pu faire, comme n'importe quel entraîneur moyen comme Pioli, car Pioli est un bon entraîneur, mais pas un excellent. Il aurait pu aussi bien se louper totalement, en fait. Et je pense que voilà, il faut juste se rendre compte qu'on perd un projet qui tenait la route, mais d'un certain côté, on n'est pas sûr que ce projet-là allait nous amener en Champions League. C'est ça. Il ne faut pas non plus qu'on désespère, et je pense qu'on peut quand même se raccrocher au renouvellement de Pioli et espérer que ce dernier garde la forme actuelle. Lucas, Théo, peut-être une dernière chose à ajouter avant de conclure l'émission. Vas-y, Lucas. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que, comment ça s'appelle? Par rapport à Donnarumma et Zlatan, moi, évidemment, j'ai été pour qu'il reste, hein, donc ça, ce sont de très bonnes nouvelles, mais je trouve que ce sont un peu des nouvelles qui cachent un peu la mauvaise nouvelle du renouvellement de Pioli. En plus, on n'a toujours pas parlé du fait qu'il prolonge pour 2 ans. 2 ans, Oui. c'est énorme. Donc ça, c'est franchement, si ça se passe mal, on sait qu'on va devoir payer de grosses indemnités derrière. En plus, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit par rapport à la stabilité. C'est pas vraiment vrai parce que quand on regarde Gattuso et Montella ont été prolongés quelques mois avant d'être virés. Donc on peut pas parler de stabilité parce que la stabilité, c'est un peu faux. On ne sait pas ce que Pioli va faire. Si Pioli commence directement l'année avec de mauvais résultats, et ben, ça aura encore été un mauvais pari. On aura encore prolongé pour rien un entraîneur. On aura encore perdu des sous et du temps. Ce que je veux dire par rapport à la stabilité, c'est que je pense qu'on a fait l'erreur avec Gattuso, alors qu'il nous a ramené une très bonne 5e place, malgré voilà, le jeu qui n'était pas là. Mais on a fait cette erreur de ne pas prolonger Gattuso et de donner les clés à Giampaolo dans un nouveau projet qui était très beau, très sexy. On l'a tous mis, enfin, tout le monde l'a mis en valeur pour les résultats qu'on a connus. Pioli, c'est de base, là, sur cette deuxième partie de saison, ce sont de très bons résultats. C'est une très belle 5e place qui nous amène avec de très beaux matchs. Et là, pour le coup, par rapport à Gattuso, on a vraiment du fond de jeu, on a vraiment de beaux matchs, on assiste à vraiment de belles rencontres. Et de à nouveau donner les clés à un autre nouveau projet sexy, ambitieux, de profondeur comme Rangnick, c'était encore une fois faire preuve d'instabilité, en fait, à mon sens. Et donc de prolonger Pioli, pour moi, c'est une bonne chose en termes de stabilité. L'effectif sera le même. On sait que Pioli gardera les Théo Hernandez, les Benacer, les Kessié, les Çalhanoğlu. Il n'y aura pas de gros mercato comme on l'a vu avec Mirabelli et Fassone. Donc, on peut s'attendre à 2-3 nouvelles arrivées pour combler voilà, les manques au poste de latéral et au poste de milieu droit. Peut-être un milieu aussi, on pense à Bakayoko, mais pour renforcer un peu voilà, avec les départs de Bilia et Bonaventura. Mais on ne va pas s'attendre non plus à une nouvelle refonte profonde de l'effectif. Donc, c'est peut-être ça, en fait, un effectif qui va continuer avec de bons résultats sur 2 ans qui peuvent permettre à Pioli, dès l'année prochaine, dès les premiers matchs,
lancer sa sauce qui, pour l'instant, a très bien fonctionné. Oui, juste, ce que je voulais ajouter, c'est que tu as parlé d'une bonne forme et d'un bon état d'esprit, de l'équipe et aussi d'un bon jeu, depuis en gros, cette, nouvelle période. Mais on peut aussi, expliquer, cela par le fait que l'équipe était totalement relâchée. C'est-à-dire que à ce moment-là, Pioli, pour lui, il savait que c'était ses derniers mois. Il savait qu'il avait, en gros, qu'il lui restait que ça à jouer, donc il pouvait le jouer à fond. Pareil pour les joueurs. Et ça me rappelle un peu ce qui s'est passé au FC Barcelone avant la remontada, c'est-à-dire que Luis Enrique savait qu'il avait annoncé son départ en plein milieu de saison, comme quoi il allait partir après le match. Et quand on regarde à partir de ce moment-là, bah, le Barça a commencé à dérouler, à mettre des 6 buts dans tous les matchs et à remonter le PSG. Et justement, l'équipe était libérée. Peut-être que c'est ça aussi. Je ne dis pas que c'est que ça. Je ne vais pas minimiser le travail de Pioli à ça, mais on était quand même relâchés, on n'avait plus grand-chose à jouer, et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à enchaîner toutes ces victoires. C'est que on n'imaginait même pas Milan revenir. Les joueurs se sont relâchés et ont joué comme ils aimaient jouer aussi. Je pense que la mise en contexte de Lucas est intéressante. Cette histoire de pression ou non, quand on sait qu'on était quasiment stabilisé en deuxième partie de tableau juste avant l'éviction de Giampaolo, ça fait partie des arguments qui pèsent lourd dans la balance. Est-ce que Milan a produit étonnamment un jeu beaucoup plus agréable à jouer parce qu'il savait qu'il n'avait plus rien à jouer? 23 points possibles, 23 points pris pardon sur 27 possibles, ça fait quand même beaucoup. Moi, j'en suis le premier surpris, mais une chose est sûre, il faudra de la stabilité, il faudra peut-être reconduire les mêmes joueurs la saison prochaine, tout en comblant les départs éventuels, comme tu le disais très justement, Guillaume, puisque Bonaventura ne prolongera pas, puisque Biglia est annoncé du côté de l'Argentine, et puisque Rani coupe pas, il faut toujours régler ce problème couloir droit, que ce soit au niveau des latéraux ou dans des postes un petit peu plus offensifs. Donc forcément, un mercato qui sera sûrement plus traditionnel. C'est important de revenir sur ce que Lucas et Marco disaient par rapport à ça, puisque sans Annick, on sait que ce sera un mercato qu'on va sûrement avoir l'habitude de voir. Après, on va espérer qu'un Bakayoko, qu'un bon latéral droit et pourquoi pas qu'un attaquant en rotation arrive. Mais j'essaye d'avoir de l'espoir. J'essaye de garder de l'espoir et de me dire que finalement, on n'a pas prolongé Pioli pour du hasard, pour rien, pour repartir dans l'inconnu dans 6 mois. Et surtout, j'espère que cette qualification en Europa League, avec l'effectif qu'on a actuellement, sera prometteuse. C'est ça, l'effectif est déjà bon, de qualité, parce que voilà, les joueurs comme Kessie Hakan se sont vraiment améliorés, on le voit techniquement, et ça, on ne peut pas leur enlever qu'avant le confinement, ils étaient vraiment, ils avaient vraiment un niveau de jeu très médiocre, et on ne peut pas leur enlever sur la deuxième partie de saison qu'ils sont réellement très bons. Donc je pense qu'avec le mercato qu'on fera, on ne peut que améliorer l'effectif d'une équipe qui, là, on l'a dit, c'est troisième ou deuxième de Serie A sur la phase retour. Donc, il faut être optimiste par rapport aux chances de Pioli et aux chances de notre 11. Parce que Pioli a trouvé la formule, mais il ne faut pas oublier que maintenant, c'est 11 joueurs qui se battent sur le terrain. Ce n'est pas Pioli qui est sur le terrain. Je trouve qu'il a fait très peu d'erreurs tactiques au niveau de la rotation, des changements sur la phase retour. Donc, Pioli a trouvé la recette. Maintenant, c'est au tour des joueurs d'appliquer et de montrer ce qu'ils valent sur le terrain. Lucas? Et juste un truc à ajouter par rapport à la forme. Beaucoup de deuxième partie de saison, mais je pense que pour la période post-Covid, parce que quand on regarde juste avant le virus, Pioli perd face au Genoa, fait un match nul face à la Fiorentina alors que la Fiorentina est en rouge, pareil face à Vérone. Il y a une défaite en derby alors qu'on mène 2-0, même s'il faut reconnaître que l'Inter était assez impressionnant. Il y a un match dans la douleur face à Brescia. Fin janvier, il ne faut pas oublier que je trouve qu'on oublie trop facilement ce qui s'est passé avec Pioli avant le virus, comme si que tout s'est effacé. C'est vrai que ce sont de très très belles victoires, un enchaînement incroyable qui n'est jamais arrivé depuis très longtemps, mais il faut essayer de prendre du recul et de ne pas oublier tout ce qui s'est passé avant. Et je ne parle même pas de ses débuts, quand il a vraiment pris l'équipe, où là pour moi c'est normal, tu commences à te roder, etc. Bah oui, mais Tu jauges les un peu débuts, c'était l'équipe, 3 tu mois. peux perdre des points. Non, les débuts c'est fin 2019. Ouais, c'est C'est-à-dire octobre. que Octobre, ouais, voilà, c'est ça. octobre, novembre, Mais là, décembre, c'est 3 mois. moi, je te parle de matchs, en fin janvier, en février, en mars, où Mm. faut pas les oublier, ces matchs-là. Face à la Fiorentina, c'était un mauvais match du Milan. Face au Genoa, c'est pareil. Le dernier match, il était mauvais. On se fait manger par le Genoa. Un nul face à Vérone, on reçoit Vérone, on fait match nul.
L'Inter, il m'est resté au travers de la gorge ce match. Oui. Là, on mène 2-0. La première mi-temps était incroyable. Là, il n'y avait rien à dire. Le jeu de Pioli, il était très beau. Et tu prends 4 buts comme ça. Non, il y a trop de matchs qu'il ne faut pas oublier et qu'on oublie trop facilement avec cette bonne période. On oublie que c'est les joueurs qui sont sur le terrain. À mon sens, on met beaucoup de pression sur les entraîneurs. Mais dans le match 2-0, enfin le 2-0 à la mi-temps face à l'Inter et le 4-2, on peut quand même reprocher beaucoup plus sur la mentalité des joueurs que sur le coaching de Pioli. Tu vois, à mon sens, c'est plus les joueurs qui ont perdu cette deuxième mi-temps que Pioli qui a tout fait foirer à la mi-temps. Enfin, faut pas oublier que c'est les joueurs qui sont sur le terrain, que c'est eux les athlètes et c'est eux qui doivent performer. Pioli après, je veux pas être l'assurance tout risque de Pioli parce que j'étais vraiment pour et le projet de Rangnick aussi me séduisait. Mais maintenant qu'il est là, je pense qu'il faut l'encourager. Il a trouvé la formule. Je pense pas qu'au mois d'août, enfin au mois de septembre, quand le championnat va reprendre, on va repartir dans un 4-4-2. Je pense que le 4-2-3-1 est rodé. Il va trouver maintenant des joueurs pour améliorer et renforcer ce 4-2-3-1. Et je pense qu'il faut être optimiste sur les chances de Pioli la saison prochaine. Vas-y Lucas. Tu parles de. Non, mais parce que tu parles de Pioli, tu dis que c'est aussi les joueurs, mais il faut pas oublier que les joueurs, c'est Pioli qui les choisit. C'est-à-dire que, par exemple, Çalhanoğlu, actuellement, il faut reconnaître qu'il a de très bonnes stats depuis le déconfinement. Il n'y a rien à dire. Mais c'est-à-dire qu'avant le virus, Çalhanoğlu, Pioli le faisait tout le temps jouer. On ne sait pas pourquoi. Il était mauvais à tous les matchs, quand même. Faut pas oublier ça. Il y a plein de choix de Pioli qui étaient inexplicables. Et on ne les comprenait jamais, ces changements tardifs. Il y a plein de choses à reprocher à Pioli qu'on avait l'habitude de reprocher avant le virus. Et tout d'un coup, tout s'est effacé donc, de la mémoire de la plupart des supporters. Et on retient que les victoires. Franchement, les victoires, elles sont belles. Hein. J'ai vibré dessus. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant, à mon avis. Très bien. Vas-y Théo. Pour finir, Lucas parlait d'adaptation tactique, parlait de mise en place. Moi, je vois un réel tournant dans l'avancée de Milan à partir du moment où Pioli comprend que le 4-2-3-1 va être une évidence. C'est pas quelque chose qui se met tout de suite en place, ne serait-ce que face à l'Inter ou face à la Fiorentina, on joue pas encore avec ce dispositif-là. On joue avec Rebic ou Hakan en faux neuf, plus souvent Rebic que Hakan d'ailleurs, puisque Hakan a été très longtemps positionné couloir gauche, un poste qui pour moi ne lui correspond plus depuis des années. Ça a expliqué ses mauvaises performances dans le 4-3-3 de Gianpaolo et ses premières mauvaises performances dans le 4-4-1-1 de Pioli. Après, quand il est repositionné dans l'axe et que Rebic part couloir gauche, tout de suite, ça va mieux. C'est des changements tactiques qui s'accompagnent du 4-2-3-1 véritablement mis en place par Pioli depuis la reprise. Mais si certes, les résultats de Pioli sur sa mise en place et ses débuts ne sont pas forcément convaincants, moi, je considère quand même que son 4-2-3-1 est viable et qu'il a réussi à le maîtriser à partir du moment où il a compris qu'on devait réussir une transition offensive en partant de nos milieux de terrain, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur la première partie de saison avec Gianpaolo, que ça soit dans le rôle de caissier qui n'était pas approprié à sa gamme de jeu, que ça soit dans le rôle de Bonaventura qui était trop excentré, que ça soit avec le défaut de Souzo de vouloir redescendre trop avec le ballon. Il y avait beaucoup de lacunes dans cet AC Milan de début de saison qu'on ne voit plus maintenant dans ce 4-2-3-1 où la transition offensive se vaut efficace et qu'on a enfin un trident efficace pour épauler Zlatan. Maintenant, est-ce que ce 4-2-3-1 sera viable la saison prochaine? C'est une interrogation que je me pose. Mais j'espère que Pioli, s'il a réussi à trouver la recette pour trouver un dispositif convenable sur la fin de la reprise après le confinement, il sera capable de la trouver pour la saison prochaine également. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette prolongation de Pioli, vos attentes sur la saison prochaine. Merci Marco, merci Lucas, merci Théo d'avoir répondu présent pour cette longue émission. Merci à tous. Mais je le pense très intéressante et je vous dis à très bientôt, en tout cas dès ce week-end pour le match face à l'Atalanta. Très bonne journée et ciao, Forza Milan. Salut à tous. Vous aussi. Au revoir.